Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, 9e étape du Tour de France et pour la 3e fois depuis le début de ce Tour de France, la France a gagné le vélo. Victoire d'Anthony Turgis au terme d'une étape, je vous avais promis une étape de détraqué mentaux, on a eu une étape de zinzin entre Troyes et Troyes, une boucle de 180 km autour de la ville de Troyes qui nous a offert du spectacle du début à la fin, une étape de folie, on l'avait regardé ensemble hier, on l'a regardé ensemble lors de la preview, on la regarde ensemble depuis le début de ce Tour de France. On a eu un scénario absolument fou, de la très très grande bicyclette effectivement, qui nous a offert en plus un vainqueur absolument génial. On en parlera un peu après. Je vous avoue que j'étais hyper ému en voyant que c'était Anthony Turgis qui avait réussi à gagner cette étape. Puis alors faut voir la gueule des coureurs qui tapent, hein. Je veux dire, c'est pas une petite échappée. Anthony Turgis qui termine premier devant Thomas Pidcock, excusez du peu. Une victoire à 30 ans pour Anthony Turgis qui court, lui, depuis des années et des années derrière une grande victoire. Il avait terminé deuxième de Milan-San Remo, il avait terminé deuxième du Het Nieuwsblad. Il n'avait jamais vraiment eu de grande victoire. Il avait déjà gagné, bien sûr, mais ça datait. Anthony Turgis, il avait gagné la dernière fois en 2019. Et là, il s'adjuge enfin une étape d'un grand tour, une étape du Tour de France. Lui, le poissard ultime qui, à chaque année, où il avait les jambes pour faire quelque chose de grand, il était pris dans des chutes, il était malade. Lui qui fait partie d'une fratrie de poissards, puisque ses deux frères, Jimmy et Tanguy, ont dû arrêter leur carrière pour des problèmes cardiaques, notamment Tanguy Turgis, alors qu'il était tout jeune. Tanguy Turgis, rappelez-vous, c'était le plus jeune coureur à avoir, attendez, il y a la caméra qui s'en va, plus jeune coureur à avoir terminé Paris-Roubaix, c'était en 2018. Une victoire donc comme un vieux briscard en vrai, hein, parce qu'il l'a attendu jusqu'au bout, il l'a joué divinement bien dans le dernier kilomètre, Anthony Turgis, pour aller s'adjuger cette victoire de prestige de probablement ce qui sera l'une des plus belles étapes du Tour de France depuis pas mal de temps. Il n'y a pas eu une seule minute où on a pu se reposer dans cette étape. Ça a été une folie pure. On l'avait annoncé comme étant une étape assez folle. On l'a eu. On a eu des attaques partout. On a eu des groupes partout. On a eu de la tactique partout. On a bien cru à un moment donné que Jasper Stuyven allait finir devant. Effectivement, Lascano n'a pas été compté. Si tu peux juste corriger Cédric, parce que Lascano a bien fait partie de l'échappée. Voilà, si on peut juste corriger ça. Là-dessus, je voudrais quand même féliciter, moi, Thierry Gouvenou. Parce que quand on a vu le tracé de cette étape, il y a beaucoup de directeurs sportifs, beaucoup de managers qui sont venus se plaindre en disant « Oui, mais est-ce que les chemins blancs, ça a sa place sur le Tour de France? Est-ce qu'on n'est pas là pour ça? Gna, le spectacle, nanani, nanana. » Et j'ai beaucoup aimé la déclaration de Jean-René Bernaudot, donc le manager de l'équipe Total, à la fin de cette étape, qui avait l'air très ému d'ailleurs, de dire que le Tour de France, c'est pas que de la montagne et des étapes de plat. Le Tour de France, c'est un diplôme de coureur. Le coureur qui remporte le Tour de France, c'est le coureur qui est capable de... C'est le coureur le plus polyvalent. C'est pas le meilleur grimpeur. Et je trouve ça bien que de temps en temps, pas tous les ans, de temps en temps, on ait un petit rappel que le Tour de France, c'est aussi des chemins blancs, c'est aussi des pavés, c'est aussi des routes non goudronnées. C'est ça le Tour de France, c'est le cyclisme dans sa globalité. Donc oui, les étapes avec des chemins blancs ont leur place sur le Tour de France. Oui, les étapes avec des pavés, même si c'est pas les plus durs pavés du siècle, ont leur place sur le Tour de France ou au Championnat de France. Et je trouve ça bien qu'on donne sa chance à des coureurs qui sont des purs Flandriens, voire des Roubaisiens sur les routes du Tour de France, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on en laisse qu'aux rouleurs, aux grimpeurs et aux sprinteurs. Donc voilà, je suis très content aujourd'hui d'avoir vu cette belle étape qui valide tout le bien qu'on a dit d'elle. Elle a donné lieu à beaucoup de rebondissements et au final, elle ne saccage pas le Tour. Parce que l'argument qui est souvent donné sur les étapes pavées, c'est que ça fout en l'air le classement général. Rappelez-vous Nibali, bon, il avait plus ou moins déjà gagné le Tour de France après les pavés. Là, au final, les écarts au général sont inexistant puisque c'est arrivé groupé, mais ça nous a pas empêché d'avoir une très très grande étape de cyclisme, le pur cyclismo comme dit Nairo Green sur Twitter, comme quoi tout est bien qui finit bien, pas de casse, pas de problème, pas d'écart au général, mais du grand spectacle du début à la fin. Oui, Simon Yates a pris 10 minutes. Quoi de nouveau au pays de Simon Yates qui adore prendre 10 minutes sans qu'on lui demande rien du tout. Comment c'est possible? On a plein de choses à dire pour ce débrief. Merci à ceux qui lâchent les pouces sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est important. C'est comme ça qu'on la pousse et c'est comme ça que le contenu cyclisme continue sur la chaîne. Regardez. Ça, c'est mon carnet. Le fameux carnet de Kraken. Il est rempli à ras-bord. J'ai pris des notes toute la journée.
toute la journée. Donc on va refaire un peu le film de cette étape ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le départ à 3. Dès le début, c'était le bordel quand même. On a eu une échappée qui a mis quasiment 50 km à se dessiner. C'était logique puisque il était fort probable que l'échappée se joue la gagne aujourd'hui. Ça a été le cas, mais on a beaucoup cru à un moment donné que ça n'allait pas être le cas puisque ça a tellement bagarré derrière qu'à un moment donné, le groupe de maillot jaune est revenu à 45 secondes de la tête sans jamais le rattraper puisqu'on a eu aussi du mouvement du côté du groupe maillot jaune. Paradoxalement, on n'a pas de grands perdants. Je remonte un peu le profil de l'étape. On avait donc 190 km, 198 même kilomètres autour de la ville de Troyes, 14 chemins blancs, quelques côtes. Et voilà, grosso modo, une étape qu'on nous a annoncée comme bordélique. Puis ensuite, on nous a dit elle n'est pas assez difficile, donc il ne va rien se passer. Et finalement, on a quand même eu une étape de zinzin. Alors, comment ça s'est déroulé, cette étape ? On a donc eu un gros groupe qui s'est détaché pour l'échappée. On a eu un groupe de poursuivants derrière qui a toujours été à 1 minute 30, sans jamais réussir à reprendre ce groupe de tête et qui a fini par être repris vachement tard. Puis derrière, on a eu un nouveau groupe de contre, avec notamment Mathieu Van Der Poel et des coureurs que jamais on aurait pu imaginer dans un groupe de contre, dans la fin d'une étape comme ça, notamment David Gaudu, Jakob Fuglsang, Rui Costa, qui sont pas des Flandriens dans l'absolu. Ce groupe-là n'a pas réussi à revenir sur le groupe de tête, même s'il s'est rapproché à un moment donné à 30 secondes. Il a fini par être avalé par le groupe maillot jaune. Et c'est finalement dans ce tout premier groupe d'échappés que s'est jouée la victoire, ce groupe d'échappés qui comptait des coureurs de grande classe, mais très divers. On avait du Jasper Stuyven, on avait du Ben Illy, du Hoyer Lascano, on avait donc Anthony Turgis, on avait Thomas Pidcock, donc c'était un groupe de sacrés costauds. On peut quand même souligner le fait que Mathieu Van Der Poel a été toujours à contretemps sur cette étape. Wout van Aert n'a pas vraiment existé non plus. Finalement, les grands favoris de cette étape n'étaient pas forcément devant, même si on avait quelques coureurs de grande classe devant. On avait quand même Ben Illy qui était proche au général aussi, qui aurait pu potentiellement poser problème à Pogačar. Girmay aussi qui a le début de tour, on en parlera après parce qu'effectivement Binyam Girmay a encore fait une belle opération pour le maillot vert aujourd'hui puisqu'il a terminé dans le peloton, il a repris quelques puntos. On a donc eu une échappée marquée, et c'est important parce qu'on va en parler après, par 3 coureurs de l'équipe Movistar, et Movistar a une nouvelle fois fait une Movistar, puisqu'on avait Alex Aramburu, sprinter puncher, qui avait un profil parfait pour une étape comme ça. On avait Hoyer Lascano, qui est plutôt un classic man, et on avait Javier Romo, qui était là plus ou moins pour aider, et Movistar a réussi à se tirer une balle dans le pied, notamment avec Javier Romo, qui avait l'air complètement cramé à la fin de l'étape, et qui jamais n'a réussi à revenir sur Jasper Stuyven, et quand Jasper Stuyven s'est fait reprendre, c'est finalement Aramburu qui s'est fait sauter sur la ligne par Anthony Turgis, donc bravo Movistar. Deli qui a couru sans cerveau malgré sa forme. Ouais. Le problème, le truc à noter, c'est que les grands favoris de cette étape, c'est-à-dire Mathieu Van Der Poel, il a été à contre-temps. Wout van Aert, il a joué l'équipier modèle pour Vingegaard, parce qu'il y a eu du remue-ménage aussi du côté des favoris, on va en parler après. Arnaud Dely, il a couru à l'envers. Le seul qui a vraiment bien couru, et qu'on attendait, rappelez-vous, on en avait parlé hier, c'est Binyam Girmay. Binyam Girmay qui a choisi le groupe de compte, mais qui finalement n'a pas gagné aujourd'hui. C'est pas bien grave, on l'attendait pas forcément sur la win, mais qui a encore fait une super opération du côté du maillot vert. Jonas s'est tétanisé par Pogačar. On va en parler de tout ça. Puisqu'on a eu du côté du classement général pas mal de mouvements, notamment Pogačar très remuant, Remco Evenepoel aussi qui a attaqué à 70 km de l'arrivée, suivi par Jonas Vingegaard. On s'est retrouvé à un moment donné dans un scénario absolument absurde avec Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar qui rejoignent l'échappée et qui finalement se font reprendre. Pourquoi ? Parce que Jonas Vingegaard a une nouvelle fois refusé de coopérer avec le groupe de ses concurrents. Alors d'un côté, on peut blâmer le fait qu'il n'a pas beaucoup de panache, de l'autre, c'est plutôt logique puisqu'il avait tout à perdre à partir devant alors qu'il avait une bonne partie de ses équipiers à l'arrière. Si on doit retenir une chose du côté du classement général, c'est... on va en retenir 2 en réalité. On va retenir 2 choses du classement général. La première, c'est que Remco Evenepoel a les jambes, il s'est permis d'attaquer, il a le panache, il a le cran, et il fera figure d'arbitre entre Vingegaard et Pogačar, qui, du coup, deuxième enseignement, ont quand même des équipes sacrément costauds, même si aujourd'hui, on a plus vu la Visma que la UAE. La UAE qui a été un petit peu à faire l'accordéon avec les équipiers, même si Nils a été plutôt pas mal. La Visma, plutôt solide aujourd'hui dans sa maîtrise du danger pour Vingegaard, puisque c'est sur ce genre d'étape qu'il peut, lui, perdre du temps. Donc voilà, on a encore
encore joué plat du pied sécurité du côté de la Visma. C'est logique, c'est un peu décevant, ça nous a enlevé un peu de spectacle, mais c'est logique. Et ce qu'on peut retenir aussi également, c'est que quand Vingegaard a eu l'occasion de potentiellement distancer Remco Evenepoel, il a préféré jouer plat du pied sécurité. Donc on peut en conclure que Vingegaard ne considère pas que Remco Evenepoel est une menace pour lui et il se concentre entièrement et pleinement sur Tadej Pogačar. Tadej Pogačar d'ailleurs qui est déjà revenu sur cette situation-là en conférence de presse. Il a dit les Visma n'ont regardé que moi et ont sous-estimé les autres. Je crois qu'il pourrait y avoir un retour de bâton plus tard. On aurait pu reprendre du temps avec Evenepoel, Vingegaard et consolider le podium. Visma met l'accent sur moi, je m'en souviendrai. Donc clairement, Pogačar accuse la Visma Lease Bike de regarder trop devant et peut-être pas assez derrière. On s'est retrouvé avec une situation où Roglic était à 30 secondes derrière après un des premiers chemins blancs. Ils n'ont pas capitalisé là-dessus. On s'est également retrouvé dans une situation où Pogačar a attaqué et Evenepoel était derrière. Ils n'ont pas profité de ça. Donc c'est vrai que Vingegaard a fait le choix de ne pas collaborer avec Pogačar, de ne pas collaborer avec Evenepoel et laisse du coup dans la course Roglic et Evenepoel. On est toujours donc dans un match à 4 pour le général. Les grandes difficultés n'arriveront que samedi prochain, mais il faudra regarder à ce moment-là si Jonas Vingegaard ne va pas se faire avoir à ce petit jeu qui consiste à ne pas éliminer les mecs qui sont derrière lui pour se concentrer sur les mecs qui sont devant lui. En l'occurrence, non, ils ne sont pas derrière, puisque Evenepoel est devant, mais théoriquement dans le picking order, ils sont plus ou moins derrière. Voilà, tu comptes encore Primoz. Je compte encore Primoz, ouais. Je compte encore Primoz. Non pas que je crois que Primoz Roglic puisse gagner le Tour de France, mais tant qu'il n'est pas éliminé, il est toujours dans la course. Il est toujours dans la course. Donc attention, effectivement, c'est ce que dit Pogačar. Attention à ce que ça ne se retourne pas contre Vingegaard d'avoir joué trop prudent. C'est pas la première fois que la Visma joue comme ça. Rappelez-vous le premier Tour de France gagné par Pogačar. On le laisse revenir dans la course, Pogačar. Et c'est ça qui leur coûte cher derrière. Donc peut-être que la Visma va regretter à un moment donné de ne pas avoir éliminé Evenepoel. Parce que si jamais on arrive à la dernière étape avec un Evenepoel qui est à portée de tir de Jonas Vingegaard, peut-être que ça leur coûtera cher à ce moment-là. Jonas et Pogačar qui se regardent pendant que Remco part devant, est-ce possible? Ouais, je pense que oui. Ce sera compliqué parce que les étapes montagneuses qui arrivent seront violentes, mais on peut imaginer à un moment donné Evenepoel bénéficier de ce marquage entre les deux zinzins et aller grappiller des secondes et quelques secondes de plus. On ne sait pas. On ne sait pas si Remco Evenepoel tient les 3 semaines. Attention, il n'est qu'à 30 secondes de Pogačar, il est meilleur que lui en contre-la-montre. Alors oui, le dernier contre-la-montre sera beaucoup plus dur que celui de Gevrey-Chambertin, mais je trouve ça un petit peu périlleux, alors qu'on ne sait pas encore quel est l'état des forces en présence du niveau de la montagne, de ne pas profiter d'une étape comme ça où clairement Pogačar était plus fort et Vingegaard avait les jambes pour potentiellement éliminer des coureurs qui peuvent se révéler en 3e semaine. On va voir, c'est assez surprenant, mais on verra. Je voulais également parler d'un truc qui m'a beaucoup choqué. Et je trouve ça vraiment grave, en fait. Je trouve ça très grave. On a vu, à un moment donné, une grosse chute d'Alexander Vlasov. Il est tombé dans l'herbe et il avait du mal à se relever. Il avait clairement la tête en vrac. Et son équipe l'a remis sur le vélo et l'a poussé comme si de rien n'était. Enfin, je veux dire, on a des coureurs... à ce stade-là, c'est de la mise en danger de la vie d'autrui. Ça devrait pas être normal de remettre un coureur qui a la tête qui tourne sur un vélo, qui sait plus où il est. Il y a des protocoles commotion qui ont été mis en place. Là, il n'a pas du tout été respecté, le protocole commotion. Tout le monde s'en fout. C'est très grave. Et à un moment donné, il va y avoir un mort à cause de ça. Parce que quelqu'un qui a une commotion cérébrale et qui repart sur un vélo et qui se recasse la gueule derrière, il peut mourir. Donc moi, j'ai été vachement choqué de voir comment on a refoutu Vlasov sur son vélo comme c'était du bétail et qu'on l'a renvoyé devant, là. Et j'aimerais, à un moment donné, qu'il y ait des sanctions là-dessus. Son équipe, elle doit être sanctionnée. C'est à son équipe de prendre soin de son coureur. Il n'y a aucune excuse qui laisse penser qu'on peut remettre un coureur qui vient de se fracasser la tronche par terre sur un vélo. Et un jour, il va y avoir des gros problèmes là-dessus. Donc voilà, je voulais en parler de ça parce que ça me semble important. Le protocole commotion, il n'existe pas pour rien. Et il doit être mis en place. Et là, à mon sens, ce qui s'est passé, c'est très grave. Voilà. Il a failli se prendre la moto arrêtée à 50 mètres devant. Non, mais vraiment, c'est honteux. Je trouve ça honteux qu'on se soucie aussi peu de la santé des coureurs. Et si c'est pas l'équipe, ça doit être l'organisation qui doit dire hop, ton pote, là, il sait même plus comment il s'appelle. Il y a un protocole qui est mis en place, un protocole spécifique cyclisme. On doit poser la question aux coureurs de quel kilomètre on est, quelles sont les villes-étapes, sur quelle course il est, etc. Donc moi, je trouve ça chaud qu'on en soit encore là, quoi. On en est encore là. Et c'est quoi? Il va falloir encore un mort pour que les choses soient mises en place. Donc, un peu choqué là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre à part ça? Je voulais aussi parler
Du groupe de contre, ouais. Du groupe de contre. Parce qu'il y a quand même des coureurs qu'on avait un peu enterrés. Hein. Enfin, je veux dire, Rui Costa... qui pontait encore sur Rui Costa, finalement il a les jambes. Jakob Fuglsang revenu d'entre les morts. Mais surtout, je voulais parler de David Gaudu. Alors vous allez me dire, oui Charlie, tu nous fais chier avec ton Gaudu. Ouais, je vous fais chier avec mon Gaudu. Parce que mon Gaudu, à Valoir, il avait des bonnes jambes. Et s'il n'y avait pas eu l'échappée qui s'était fait reprendre, je pense qu'il pouvait jouer la gagne. Et là, Gaudu, sur des chemins blancs, qui fait péter Guirmail et qui fait mal à Van Der Poel, c'est qu'il a les jambes, le petit David. C'est qu'il a les jambes. Et du coup, c'est hyper prometteur pour les 2e et 3e semaines parce que ça veut dire qu'il est en forme. Et probablement que ça ne devait pas aller fort en début de Tour de France et que c'est malheureux. Mais moi, je trouve ça hyper rassurant et je pense qu'il aura clairement sa carte puisqu'il est à l'autre bout du monde au général. Et je trouve ça hyper beau de voir que David Gaudu est pas mort. Et David Gaudu, il va avoir des terrains pour lui, hein. Le plateau de Bay, le Plat d'Adet et même le Lioran, super dévolu, c'est des terrains qui peuvent lui convenir. On sait que David Gaudu, il a une carte un peu classic man qui marche bien. En chasseur d'échappée, je pense que ça peut marcher. Donc je suis très 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 curieux de voir David Gaudu dans les étapes qui vont arriver. Alors pas Saint-Amand évidemment, mais plutôt du côté du Lioran. Puis ensuite dans la très haute montagne, puisque c'est quand même un truc qui lui plaît. Il faut se rappeler quand même que les grands succès de la carrière de David Gaudu, c'est en chasseur d'étapes sur la Vuelta. Et je suis très curieux de voir ce que va faire David Gaudu sur les dernières étapes, notamment celle de Isola 2000, qui me semble plutôt pas mal pour lui, ou celle du col de la Couilleule avec des enchaînements de cols. Et j'aimerais vraiment bien, à la fois parce que je trouve que c'est un chouette coureur, j'aime bien comment il court, et je trouve que le mettre dans un rôle de chasseur de général, c'est pas lui faire honneur au coureur offensif qu'il peut être sur les autres courses, et aussi parce que c'est un pote, et que moi j'aimerais bien voir mon pote gagner une étape du Tour de France et expier un peu tous les démons qu'il peut avoir, toute cette frustration qu'il a dû accumuler ces derniers mois, ces dernières années. Et je pense que si demain David Gaudu gagne une étape, alors ce sera pas demain évidemment, mais vous avez compris, le débrief, il va falloir attendre un petit peu de temps pour le faire parce que j'aurai la larme à l'œil. Donc voilà, je suis hyper rassuré et j'espère que David, il va aller en chercher une. C'est tout le mal que je lui souhaite. David ou les autres, du côté de groupe MFDJ, on a vu Quentin Paché très remuant. Il y aura des étapes aussi qui vont lui convenir. J'espère que ce sera pas mal de ce côté-là. On a vu également, côté français, pas mal de coureurs assez remuants. Moi, je suis un peu triste que Paul Lapera n'ait pas réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'il était pas mal en début d'étape. J'aurais aimé le voir un peu plus à l'avant aujourd'hui, mais malheureusement, c'était trop remuant pour qu'il réussisse à y arriver. Je pense aussi qu'il y aura des étapes qui seront pas mal pour Paul Lapera si jamais, à un moment donné, les sprinteurs veulent lâcher du lest. Peut-être que ce sera du côté de Villeneuve-sur-Lot. C'est une étape qui correspond plutôt bien à ses qualités. Kung, c'est trop dommage. Ouais, Kung, c'est un peu dommage. Un peu à contre-temps. Ouais. On en parle de Félix Gall ou de Decathlon en général. Pour l'instant, effectivement, le tour de Decathlon AG2R est un peu discret. Alors, c'est vrai que les étapes n'ont pas forcément été favorables, puisqu'on a un Sam Bennett qui n'est pas au top du top pour l'instant. Félix Gall, aujourd'hui, il a fait l'accordéon. Il n'avait pas l'air dans son meilleur jour, mais il a réussi à ne pas perdre de temps. C'est franchement pas loin d'un miracle quand on a vu que c'était pas facile. Après, attention, il y a la journée de repos qui arrive, ça peut repartir. On aura de plus en plus d'étapes de transition, de plus en plus d'étapes où les échappés pourront potentiellement se jouer la gagne. Et peut-être qu'on verra du Dorian Godon, peut-être qu'on verra Nicolas Prodhomme qui a chuté. D'ailleurs, aujourd'hui, il est tombé. Pour l'instant, on est sur un tour un peu discret. Mais il reste 2 semaines, il reste des terrains probablement plus favorables. Moi, je suis assez curieux de voir ça. Je pense qu'on aurait peut-être pu voir Oliver Nessen aujourd'hui. Je l'attendais peut-être un peu devant. Je suis un peu déçu de ça. Mais voilà, bon, pour l'instant, tour un peu discret. Mais on peut imaginer voir du Peters, voir du Prodhomme, voir du Gall sur les étapes montagneuses. Félix Gall, il est dans cette zone-là où il aura peut-être une carte à jouer, on verra. Godon aujourd'hui, petites équipes gagnent en ce début de tour, c'est beau. Ouais, on verra. On en est à 8 équipes différentes qui gagnent sur 9 étapes. La seule exception, c'est le doublé de Guirmail. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Hein. C'est peut-être ça le premier enseignement de cette semaine-là. C'est qu'il y a la place pour tout le monde. Tout le monde peut tirer son épingle du jeu. C'est un chouette tour dans ce sens-là. Parce qu'on a été habitué à des tours avec une super domination de certains sprinteurs. Une énorme domination de certains grimpeurs. Et là, mine de rien, il y a de la variété. C'est intéressant. Voilà, désolé, c'est des allergies. Il y avait de la place jusqu'à la haute montagne. On verra. La haute montagne, c'est pas dit que ça se joue qu'entre Pogačar et Vingegaard.
C'est pas dit qu'il n'y ait pas des grands groupes devant. Ça va être dur de maîtriser. Regardez UAE. Certes, ils ont une armada, mais cette armada dans le plat, c'est pas non plus la grande folie. On va peut-être assister à un marquage entre les deux. Peut-être que Pogacar se satisfait d'avoir une minute d'avance sur Vingegaard. Il va peut-être falloir que Vingegaard, à un moment donné, ait un peu de panache et se mette à attaquer de loin. Parce que pour l'instant, Vingegaard, ça risque d'être compliqué s'il continue à jouer comme il a l'habitude de jouer. C'est-à-dire jouer en avance. Là, il est en retard, Vingegaard. Il a une minute de retard. Il va devoir attaquer. Et face à lui, il y a une armada du côté de UAE. Donc, attention, ce sera pas si facile que ça. Tu arriverais à nous faire ton top flop de cette première semaine. On va faire ça juste après. Je termine là-dessus. Juste sur Turgis, quand même. Moi, j'étais très ému de voir Anthony Turgis gagner. Parce que je vous avoue que j'avais presque oublié. À un moment donné, je me dis, bon, c'est Stuyven qui va gagner. Ça aurait été un beau vainqueur d'ailleurs, parce que Stuyven, il gagne pas grand-chose. Mais le monsieur, quand il gagne, il gagne. Il a quand même un Milan-San Remo à son palmarès, une victoire sur le Tour d'Espagne. Je crois qu'il a un Etnios-Blad aussi, si je dis pas de bêtises. Et finalement, quand le groupe d'échappés a rattrapé Stuyven, c'est là où je me suis dit, mais il y a Turgis en fait. Il y a Turgis et il l'a joué comme un vieux briscard. Il l'a joué comme un mec qui a déjà gagné 150 fois dans sa carrière. Il a gardé la bonne roue, il a jamais paniqué et il a débordé au dernier moment. Moi, je trouve que cette victoire, elle est magnifique pour Turgis parce que c'est un coureur qui a toujours bien couru, qui a toujours eu un gros potentiel, un espèce de coureur 4x4. On en parlait, les fameux coureurs 4x4. Les coureurs qui sont capables de briller un peu partout. C'est pas vraiment un sprinter, Anthony Turgis. C'est pas vraiment un Flandrien non plus. C'est pas un puncher. C'est un mec qui sait tout faire. Et le problème des mecs qui savent tout faire, c'est que si jamais ils ont pas la chatte avec eux, ils gagnent jamais rien. Alors, il a pas jamais rien gagné, Anthony Turgis. Il a 7 victoires, 8 victoires à son palmarès, je crois. C'est des petites courses. Il a une déchatte monumentale. Il fait 2e de Milan-San Remo. Il fait 2e d'un Etnios-Blad, je crois, si je dis pas de bêtises, ou ça doit être à travers les Flandres. Et à chaque fois qu'il avait une saison, on se dit, oula, c'est la saison de la confirmation pour Anthony Turgis. Et il crevait, et il tombait, ou alors il tombait malade. Vraiment, il y avait la poisse qui lui collait. Et c'est pour ça que j'ai même été surpris quand on me disait Anthony Turgis, il a 30 ans, parce que dans ma tête, c'est toujours un gamin, Anthony Turgis. Et je trouve qu'il la mérite tellement, cette victoire, parce qu'il a un parcours de vie qui est compliqué. Dans sa carrière, où tous ses pics de forme ont été gâchés par des chutes, parce que sa fratrie, il l'a dit, j'avais un frère. Moi, j'ai trouvé son interview post-étape, je l'ai trouvé magnifique, elle m'a donné envie de chialer, quand il a dit que, déjà, il avait les yeux rouges, mais quand il a dit, j'avais un frère dans chaque jambe, c'est beau en vrai, c'est juste beau quand t'as Jimmy Turgis et Tanguy Turgis qui ont dû arrêter leur carrière pour problème cardiaque. Lui, c'est le seul rescapé de ça, c'est le seul qui a pas de problème cardiaque et il allait la gagner pour ses frères. Et je pense à Jimmy Turgis et à Tanguy Turgis qui devaient être devant la télé ou peut-être sur place, j'en sais rien, et qui ont dû chialer toutes les larmes de leur corps. Et le vélo, c'est un peu ça aussi, vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'au début de l'étape, Anthony Turgis, il fait partie des 25 noms qu'on peut potentiellement cocher sur l'étape, mais c'est clairement pas un favori. Et c'est aussi ça, c'est des mecs qui ont 30 ans, qui courent après la gloire, qui courent après la grande victoire, et qui, à un moment donné, ils finissent par l'avoir, cette putain de victoire. Et ça, je trouve ça beau, et moi, c'est pour ça que cette victoire-là, je la trouve magnifique, comme celle de Bardet le premier jour, dans un style différent, que Bardet, dans sa dernière année, aille chercher enfin le maillot jaune. C'était magnifique. Vauquelin, il a le temps d'en gagner encore 10 s'il a envie. Donc, c'est pas que ça m'a moins ému, mais c'est chouette. C'est pas pareil. Anthony Turgis, il y en aura probablement pas d'autres. En tout cas, s'il y en a d'autres, je lui souhaite. Mais pour moi, le cyclisme, c'est ça. Le pur cyclisme, c'est ça. C'est que il y a une journée dans ta vie où les planètes vont s'aligner et après, ça va être dans tes mains. Et aujourd'hui, Anthony Turgis, c'était dans ses mains. Il a fait ce qu'il fallait pour être dans la situation où à 800 mètres de l'arrivée, c'était dans ses mains. Et voilà, c'est ça, c'est des trucs... Pour moi, le sport, c'est les belles histoires, et l'histoire d'Anthony Turgis aujourd'hui, elle est juste magnifique. Et j'étais vraiment très ému et très content de le voir gagner. Et j'espère qu'on en aura d'autres, des comme ça. Je pense que, voilà, justement, David Gaudu, ça peut être la belle histoire. Quentin Paché, là aussi, on n'est pas dans du subjectif, on n'est pas dans de l'objectif. Moi, je peux vous faire la liste, j'aimerais que Quentin Paché, qui a jamais gagné en pro dans sa carrière, aille en chercher une. J'aimerais que Julien Bernard, qui est un charbonneur de l'ombre, qui a une victoire dans sa carrière, aille chercher une étape du Tour de France. Ce serait magnifique. J'aimerais que ces mecs-là, qui sont tous des travailleurs de l'ombre, qui sont tous des mecs qui font des top 10, qui font des top 5, mais qui la touchent de si peu, de si près, arrivent à la gagner comme Anthony Turgis a réussi à la gagner aujourd'hui. Ce serait vraiment magnifique. On est sur un tour où en 9 étapes, on a eu 9 belles histoires quasiment. Binyam Girmay, maillot vert, Cavendish qui touche la 35e, Vauquelin qui gagne sa première grande victoire alors qu'il est tout jeune, Bardet qui va chercher le maillot jaune. On n'a que des belles histoires.
Il y en aura peut-être d'autres. Il nous reste 2 semaines de belles histoires. Il y a plein de coureurs qui ont encore de belles histoires à écrire. Et moi, j'espère qu'on va en avoir des belles. Alors, on n'en aura probablement pas des belles du côté de Saint-Amand-Montrond. Ou on aura peut-être la première victoire de Dely, on ne sait pas. Mais je pense que l'étape du Lioran a tout pour être une belle étape. Et moi, je l'attends avec impatience, celle-là. Je l'attends avec impatience. Première victoire sur un Tour de France, je chiale. Ah bah tu m'étonnes. Il pourra remercier un peu Lutsenko ce soir. Ouais, mais bon, c'est le jeu. Le jeu, c'est le jeu. C'est ça le cyclisme. C'est de la tactique. C'est de la tactique. Quand vous avez le groupe maillot jaune qui arrive à 30 secondes derrière, faut encore y croire. Faut repartir. Parce qu'à un moment donné, le groupe d'échappés, il se fait reprendre par Pogacar, par Vingegaard et par Evenepoel. Et là, vous avez le groupe d'échappés, il se scinde en deux. Il y a ceux qui se disent, bon bah c'est mort, vas-y, nique sa mère, on a perdu. Et puis vous avez Derek Guy. Vous avez Derek Guy qui relance. Et puis vous avez Lutsenko qui prend sa roue. Et puis vous avez Turgis, il lâche rien. Et ils repartent. Et à ce moment-là, je peux vous dire qu'il faut en avoir du cran pour se dire non, mais il y a le groupe maillot jaune derrière. Il y a des mecs dans le groupe maillot jaune, ils sont largement meilleurs. Et puis en plus, ils ont encore des équipiers. Non, on y retourne. On retourne au charbon alors qu'on s'est fait reprendre. C'est ça qui est beau, c'est l'abnégation. Ça aurait pu être pour Derek Guy aujourd'hui, ça aurait pu être pour Lutsenko, ça aurait pu être pour Aramburu, mais ça a été pour Anthony Turgis. Et donc voilà, moi je trouve que c'est ça qui est beau dans cette étape, c'est que ça a été une étape où du début jusqu'à la fin, il n'y a rien qui a été donné au groupe d'échappés. Ils n'ont jamais eu plus de 2 minutes d'avance, ils ont toujours été en ligne de mire du groupe de poursuivants derrière, du groupe maillot jaune, et pourtant ils y sont allés jusqu'au bout, et qu'importe que ce soit Turgis ou un autre, n'importe lequel des mecs dans l'échappée qui a gagné la victoire aujourd'hui, et ben je peux vous dire que c'est pas une victoire qui a le même goût que les autres parce que celle-là elle a le goût de l'abnégation et de la détermination. Et il peut remercier les Movistar. Ah bah ça ils peuvent remercier les Movistar qui ont fait une Movistar comme d'habitude. Bon, la Movistar on connaît, ils sont 3, ils sont en majorité, ils ont fait un peu n'importe quoi. Voilà, Dely qui est tombé, qui a des infos en plus. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos là-dessus. En tout cas, c'était une étape absolument magnifique. Et encore une fois, c'est les coureurs qui font l'étape. Ça aurait pu être une étape où on a un regroupement général à 60 km et on se fait chier jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas assez de relief dans les 50 derniers kilomètres. Et on a eu de la bagarre à tous les étages. On a eu un groupe d'échappés, on a eu un groupe de poursuivants qui a quasiment jamais lâché, on a eu un groupe maillot jaune où ça s'est foutu sur la gueule pendant toute la journée, c'était magnifique. Et on peut tracer toutes les étapes qu'on veut, on peut mettre autant de secteurs qu'on veut, on peut mettre autant de bordel qu'on veut dans les étapes. Si les coureurs ils ont pas envie, si toutes les équipes courent comme la Jumbo-Visma, on se fait chier. Et aujourd'hui, merci aux mecs de l'échappée de jamais avoir lâché. Merci à Tadej Pogacar et à Remco Evenepoel de nous donner un peu de spectacle. Parce que bon, avec eux, on s'emmerde jamais, faut le dire, qu'importe qu'ils soient les plus forts ou quoi que ce soit. Merci à ce groupe de contre un peu absurde, avec du Fuglsang, avec du Costa, avec du Gaudu, qui a aussi tout donné. C'était du pur bonheur ce dimanche de vélo, du début jusqu'à la fin. Et moi, j'ai kiffé, voilà. Et j'espère que vous aussi, vous avez kiffé. J'espère que ceux qui connaissent un peu moins le vélo et à qui j'ai dit depuis le début de la semaine, branchez-vous sur France 3 ou sur Eurosport dimanche. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous donnera goût au vélo aussi. Voilà. Merci Anto, Winamax. Merci à eux aussi également. Une petite bière pour la Visma. Écoutez, il faut bien des méchants dans le sport. Il faut des méchants. On sait, la Visma Lease a Bike, c'est les méchants. Ils n'aiment pas le cyclisme, ils courent plat du pied sécurité, c'est du catenaccio bicyclettique, on s'emmerde, et on va souhaiter qu'ils perdent. Voilà, moi je vous le dis, je souhaite que la Jumbo-Visma perde, parce que c'est pas mon vélo, c'est le vélo à la Sky, le vélo robot. Je préfère 1000 fois Remco Evenepoel qui fait n'importe quoi à 70 km, puis qui ensuite pète un plomb en l'insultant probablement en flamand, et je préfère Pogacar qui, dès qu'il a une opportunité de casser les couilles, il casse les couilles. Donc vraiment, c'est l'équipe de France du vélo, ouais, c'est exactement ça. Visma Lease a Bike, c'est Didier Deschamps. C'est-à-dire que ouais, c'est moche, ouais, c'est pas du tout spectaculaire, on se fait chier, c'est tout pour la gagne et rien pour le panache. Et j'aimerais savoir, moi, s'il y a des gens qui sont fans de Jonas Vingegaard, parce que j'aimerais qu'ils m'expliquent comment ils sont fans de Jonas Vingegaard. Parce que je peux totalement comprendre qu'on soit fan de Remco Evenepoel ou Tadej Pogacar. Moi, je suis fan absolu de Remco Evenepoel. Mais alors, Visma, comment on peut être fan de Visma ? C'est vraiment, à moins d'être danois, je comprends pas comment on peut aimer Vingegaard. Même si, encore une fois, il court comme il faut. Il a raison de ne pas relayer Remco. Il a raison de ne pas relayer Pogacar parce qu'il a tout à perdre à le faire. Mais bon, si on devait courir que comme ça, je pense que Pogacar, il aurait moins de victoires que ça. Donc voilà, c'est les méchants. C'est les méchants du vélo, c'est bien. Comme ça, on les déteste tous et on est unis par la même détestation de la Visma Lease a Bike. Voilà. Écoutez, on a quand même fait un grand tour. Un grand tour de ce débrief. J'ai déroulé tout ce que j'avais sur mon petit carnet. Je vous propose qu'on passe au jeu de l'échappée.
avant de se projeter sur l'étape de demain. Alors, le jeu de l'échappée, peut-être que le classement a changé parce qu'il manquait Lascano. Le classement de l'étape, je vais juste vérifier avant que je ne me suis pas planté dans les classements. Alors, classement, étape, non, c'est bon. Étape, c'est bien le vainqueur. Et le général, il n'est pas exactement pareil, mais c'est pas grave. Alors, du côté du jeu de l'échappée, hop là, je vais vous l'afficher. Le vainqueur du jour, c'est l'ancien deuxième du classement général qui est désormais premier et qui remporte le classement de cette semaine. C'est Mick Dovahkiin. Mick Dovahkiin qui avait coché aujourd'hui Anthony Turgis, Jasper Stuyven, Mathieu Van Der Poel, Gianni Vermeersch, Maxime Van Gils et Rasmus Stiller. J'ai compté aujourd'hui le groupe d'échappés, le groupe de contre et le deuxième groupe de contre. Donc il y a eu 27 coureurs qui ont été inclus dans les jeux de l'échappée, dans les résultats, selon la règle qu'on a donnée, qui est 30 km à l'avant ou en poursuite, en poursuite dans ce qu'on appelle un groupe d'échappée. On n'a évidemment pas compté Pogacar et Vingegaard. Donc bravo à lui qui marque 6 points et qui prend du coup la tête du classement général. Vous allez le voir, classement général, donc Mick Dovahkiin en tête devant Tutur qui a 14 points et Monsieur Dorian qui a 14 points aussi. On avait oublié de compter Lascano, ça a été corrigé. Le classement général n'est pas exactement le même, mais l'idée y est de toute façon. Donc voilà, on a perdu Maïd Damiano qui a été sacré leader pendant plusieurs jours, qui était maillot jaune. Désormais, c'est Mick Dovahkiin qui est maillot jaune. Le podium pour Tutur, effectivement, deuxième Tutur qui rend ses lettres de noblesse à son statut d'alternant et de futur salarié à temps plein de l'agence Brioche. Bravo à lui, on l'applaudit bien fort. Vous pouvez déjà pronostiquer pour demain. La clôture sera demain à 8h. Vous tapez point d'exclamation prono. Je vous rappelle qu'il y a des prix à gagner tous les jours. Par exemple, là, Mick Dovahkiin, il va remporter son petit kit Décathlon avec une chaise de camping qui est là, à ma droite. Un kit solaire aussi pour pas prendre de coups de soleil. Un bidon Décathlon G2R mondial ici présent. Une casquette, un petit sac. Il y a plein de trucs dedans. Voilà, on vous enverra ça après le tour. Faudra me donner vos coordonnées, mais je gérerai tout ça à la fin du Tour de France. Le prono, alors qu'on sait tous qu'il n'y aura pas d'échappée. Effectivement, alors l'étape de mardi, j'espère que vous êtes prêts. Mouillez-vous la nuque parce que l'étape de mardi, c'est du bon gros caca, une très belle sieste, 287 km, c'est une étape de transition qui nous emmène doucement mais sûrement du côté des Pyrénées, 187 km de grand dodo entre Orléans et Saint-Amand-Montrond pour ce qui sera probablement le 5e sprint massif de ce Tour de France, très probablement une toute petite échappée, voire même pas d'échappée, ou alors une échappée avec Jonas Abrahamsen, qui a décidé de faire vraiment n'importe quoi sur ce Tour de France, et c'est très très divertissant. Donc bon courage. On sait que les écarts du jeu de l'échappée ne se feront pas mardi, mais je vais quand même vous montrer ce que j'ai mis, moi, du côté du jeu de l'échappée. Voilà ma sélection du côté du jeu de l'échappée. Évidemment, OBS me casse les couilles, donc il ne l'a pas pris en compte. Voilà, sélection échappée. Voici ce que j'ai mis. J'ai mis évidemment Jonas Abrahamsen. J'ai mis du Bruno Armirail du côté de Decathlon AG2R, Elmer Reinders, Johannes Kulset, Tim de Klerk. Je me suis dit que chez Lidl, ils ont plus de Pedersen, donc ils vont peut-être mettre des mecs devant. J'ai mis Stéphane Bissegger, puisque il n'y aura pas grand-chose à jouer pour lui sur le reste du Tour de France. Fabien Grelier, Kevin Genietz, Thomas Gachignard, Sandy Dujardin, des Total, des Uno X et du Groupama FDJ. À mon avis, il y a 2 échappées mardi. Allez, si on est généreux, il y en aura 3. Mais en vrai, il y a un monde où il y en a 0. Il y en a un monde... Q7, il est là tous les jours. Ouais, je me dis qu'à un moment donné, ça va payer quand même. Abrahamsen, c'est Clinton NG sur un vélo au divertissement pur. Dujardin avec son poignet. Ah oui, merde, j'ai raté, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. On met pas Dujardin, c'est pas grave. On change, on mettra pas Dujardin, on mettra quelqu'un d'autre. Je sais pas, qui on mettra. On mettra... Ouais, Sean Quinn, voilà, on mettra Sean Quinn. Stéphane Rossetto. Ouais, on mettra Johan Ofredo aussi. Matteo Vercher. Ouais, Vercher, on changera. On mettra Vercher à la place de Dujardin. Voilà. On a tout dit sur ce débrief. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes nombreux. Vous êtes plus nombreux quand on fait le débrief juste après l'étape, c'est normal. Là, vous êtes encore 300. Ça fait plaisir de voir que le format vous plaît. On va continuer encore 2 semaines. 2 semaines de live qui nous attendent. Vous avez le planning concret et définitif sur le Discord. Si vous voulez, je vous l'énumère maintenant pour ceux qui veulent suivre les pronos en live et qui veulent suivre les débriefs en live. Alors, je vais reprendre gentiment mon planning. La semaine prochaine, mardi, ce sera une nocturne à 22h. Mercredi et jeudi, ce sera dans la foulée de l'étape.
Vendredi, ce sera une nocturne. Et samedi et dimanche, évidemment, on fera dans la foulée de l'étape pour les 2 étapes de très haute montagne du côté des Pyrénées. Voilà, petite nocturne politique ce soir. Non, ce soir, je vais profiter de ma soirée avec mes copains, avec du vin rouge et des chips. Et on va être des gros beaufs devant la télé en espérant que la défaite ne soit pas totale du côté de notre bord politique que vous connaissez déjà. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. J'espère que vous êtes bien allés voter. Si vous n'êtes pas allés voter dans les grandes villes, il reste encore un tout petit peu de temps pour aller voter. Donc faites-le, s'il vous plaît, même si normalement dans les grandes villes, il n'y a plus trop de suspense. Et pour le reste, on se retrouvera du coup mardi. Moi, demain, je vais me reposer un petit peu et profiter de ma maison, même si je n'ai plus de cerises parce que les corbeaux ont tout mangé. Et on se retrouvera du coup mardi pour une nocturne à 22h, un live nocturne qui parlera de foot, de politique et qui sera donc le débrief de la dernière étape de sprint avant le vendredi. Voilà, très bien. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. On salue Hervé, évidemment. Hervé que je n'ai pas revu depuis mon arrivée. Hervé, c'est le renard qui est dans mon jardin. Et c'est tout. Voilà. Vous pouvez encore parier si vous avez un peu de temps. Je vais laisser tourner 2-3 minutes si vous voulez parier sur les échappées de mardi. Et on se retrouvera donc mardi soir. Bisous, à bientôt. Ciao.